Vous vous apprêtez à regarder le replay de 28 minutes en version enrichie. Vous êtes bien inspiré. Pendant l'émission, il y a une pastille qui va apparaître là à certains moments. Vous cliquez sur la pastille pour avoir des infos supplémentaires, comme des infographies, des cartes, des diapositives ou encore des interviews exclusives. À vous de jouer. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat qui s'impose 12 jours après l'attentat contre Charlie Hebdo et au lendemain de très violentes et parfois sanglantes manifestations contre la une de Charlie, montrant le prophète devenu Charlie précisément. Des milliers de musulmans fanatisés de par le monde ont protesté contre une image qu'ils jugent blasphématoire à une époque où l'instantanéité numérique mondialise texte et images. Le blasphème sera-t-il encore possible en France? On en débattra, mais tout d'abord, nous sommes assez heureux de recevoir un grand de la littérature américaine contemporaine. Il s'appelle Russell Banks et il est au bord de l'affliction. Nous le retrouvons après l'expresso de Thibault Nolte. Il est américain, écrivain et s'appelle Banks. Rive en français. Russell Banks est sur les deux rives, à la fois mythologique et pratique. Le mythe du rêve américain est ce qu'il en reste pratiquement. Le pays merveilleux où la chance passe comme un pompon sur un manège. Le pays peuplé de grands enfants fatigués de tendre la main en l'air. Les héros de Russell Banks connaissent la vie en mobil-home, le déclassement, la désillusion ou autres désagréments de la vie contemporaine américaine, surendettement, mini-job et malbouffe matin, midi et soir. Des vies modestes brisées par l'alcool, la violence, le divorce, comme le fut son enfance. Un réservoir de compassion infinie. Comme ses célèbres confrères Richard Ford dans le Montana ou Jim Harrison dans le Michigan, Russell Banks a son territoire. Le rugueux nord-est des États-Unis, la région des monts Adirondacks et de Saratoga, célèbre pour sa bataille de 1777, où les Américains ont mis la pâtée aux Anglais et fait basculer la guerre d'indépendance. Justement, dans Un membre permanent de la famille, Banks s'arrête sur cette tangente inquiétante, le moment où la vie bascule. Là où les guerres intimes se gagnent et se perdent. Le 7 janvier, notre pays a basculé. 17 morts, 66 millions de blessés et un froid mordant dans le cœur d'une nation qui a brisé le mythe de sa fraternité. La France est un héros de Russell Banks. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Russell Banks. Et bienvenue dans 28 minutes. Dans ce recueil de nouvelles qui vient d'être publié chez votre éditeur historique, Actes Sud, il y a énormément de destins, il y a une transplantation, un divorce, beaucoup d'hommes qui titubent de solitude, et puis il y a deux chiens. Il y a Sarge, un vieux chien pas loin de Clamsey, et un autre chien qui est mort qui s'appelle Rosie. Alors on s'interroge sur l'omniprésence des chiens, d'autant que votre recueil est dédié à votre femme et à un chien. Autrement dit, sont-ce les deux mamelles de votre vie affective? Pourquoi le chien? Les deux mamelles de ma vie affective, je dirais peut-être pas tout à fait ça. Mais enfin, disons qu'au fil des années, j'ai dédié mes ouvrages d'abord à mon épouse, qui est toujours à mes côtés, et ce serait quand même curieux de ne pas le faire maintenant. Mais en même temps, je dédie ce livre à quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin qui est mort pendant l'écriture du livre, et qui n'est autre, effectivement, qu'un chien. Alors, ce n'est pas, donc, ce n'était pas un proche, pas d'un être humain, donc ce chien, Kelly. Comme tu traites le chien, tu traites l'humain. Pourquoi le chien est si important dans ces histoires de solitude et de foyers brisés? Les chiens apparaissent, disons que pour nous, les chiens nous donnent un amour, si vous voulez, inconditionnel, mais c'est un petit peu l'inverse. C'est nous qui donnons aux chiens un amour inconditionnel, alors qu'aux êtres humains, notre amour est toujours restreint, est toujours craintif, et on ne se donne pas d'amour inconditionnel, mais par contre, les chiens, justement, sont ces réceptacles d'amour que nous leur donnons, sans compter. Dans la première nouvelle de votre recueil, un vieil homme possède un Colt 1143. Il va se passer quelque chose de tragique avec ce Colt. Est-ce que vous trouvez que l'Amérique est absolument malade de la vente libre des armes?
Bien sûr que l'Amérique est malade et c'est très choquant. C'est très choquant de voir qu'une société moderne, industrielle, censée être civilisée, se trouve aussi armée jusqu'aux dents comme elle l'est. Je passe 6 mois de l'année dans le nord de l'État de New York, mais là, il n'y a pas d'armes. Mais à Miami, en Floride, je passe 6 mois de l'année et la moitié de mes nouvelles se passent là en Floride. Et la Floride, c'est un État extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est effectivement très facile de se procurer des armes dans la rue, des armes automatiques, des AK-47, des Kalachnikov qu'on peut acheter dans les boutiques à Miami. Et c'est épouvantable. Enfin, les conséquences, évidemment, sont innommables. Enfin, on a vu très récemment encore, il y a davantage d'enfants tués par les armes à feu que par tout autre moyen. Et c'est assez choquant. Ça aussi, c'est un échec de Barack Obama dont vous êtes le plus grand contempteur aujourd'hui, de ne pas avoir réussi à imposer une législation sur la vente des armes? Disons que ce n'est pas un échec de Barack Obama lui-même, mais c'est un échec du système. Le système est ainsi conçu que nos élections sont essentiellement régies par les grosses sociétés, les multinationales qui ont des intérêts, qui financent les campagnes électorales de nos congressistes, de nos députés. Et de ce fait, eh bien, ces députés doivent leur place à ces sociétés et ils votent dans les intérêts de ces sociétés. Donc, ça n'est pas la faute d'Obama en soi. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu pour essayer de faire promulguer une législation sur la vente des armes à feu, surtout à la suite de cet horrible attentat dans une école où 20 enfants, 20 écoliers ont été assassinés par un tueur fou armé d'une arme automatique. Mais malheureusement, cet élan est retombé et l'urgence a disparu. Nadia, on parle de Barack Obama. Il n'était pas là dimanche dernier lors de la grande marche républicaine. Et vous avez pu le constater vous-même, puisque vous êtes arrivé pile ce jour-là en France. Et effectivement, le président Barack Obama a brillé par son absence. Il n'a pas fait le déplacement. Il n'a pas non plus envoyé son vice-président Joe Biden, ni le secrétaire d'État John Kerry, qui est arrivé il y a quelques jours à peine. Il a expliqué, Barack Obama, qu'il n'avait pas eu le temps de s'organiser, alors contrairement à la cinquantaine de dirigeants qui n'ont pas eu de problème de logistique. Et évidemment, la quasi-totalité de la presse américaine lui est tombée dessus. Le Daily Beast accuse Barack Obama, en français dans le texte. Le Daily News l'accuse d'avoir laissé tomber le monde. Le New York Post demande pardon à Charlie. Et évidemment, les internautes ne l'ont pas raté non plus, puisqu'ils l'ont incrusté en photo sur cette marche, lors de cette marche républicaine. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Et surtout, comment est-ce que vous jugez l'absence de Barack Obama lors de ce jour historique? À titre personnel, par rapport à tout cela, je dirais ceci. Moi, j'étais quand même assez soulagé qu'ils ne viennent pas. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit que, d'abord, c'est un long voyage pour faire une opportunité assez hypocrite devant les photographes et en étant côte à côte avec des autocrates, quelquefois même des dictateurs et d'autres personnes que normalement, ils ne voudraient jamais côtoyer. Alors, bien entendu, au fond d'elle-même, la France, l'Amérique est l'allié le plus proche de la France et nous appuyons la France de manière inconditionnelle pour ce qui est de la liberté d'expression ou de presse. Mais dans 2 semaines, tout sera oublié. Cette presse américaine en ont fait tout un foin. Mais en fait, à la fin de la semaine, maintenant, on n'en parle plus du tout dans la presse américaine, dans aucun organe de presse, ni même en ligne. Et ça ne sera... Enfin, dans 2 mois, on aura tout oublié. On ne saura même plus qu'il n'était pas là. Dans une interview à la presse française, vous avez dit que les journalistes de Charlie Hebdo qui ont été assassinés n'étaient pas des héros, mais des victimes. Pourtant, ils sont morts pour la liberté d'expression. Ce n'est pas une forme d'héroïsme, ça, pour vous? Non, ils ont été assassinés parce qu'ils ont exercé la liberté de la presse. Ils ne défendaient pas la liberté de la presse. Ils ne faisaient qu'exercer ce droit constitutionnel qu'est la liberté de la presse. Et dans cette interview à laquelle vous faites référence, j'ai essayé de préciser finalement les concepts qu'on utilise un peu facilement. Le terme héros est un terme presque sacré et nous l'appliquons à des policiers, à des gens qui ne font que leur travail de la façon la plus courante qui soit, les pompiers, que sais-je. Des gens qui se retrouvent finalement victimes de ce genre de violence. Il faut faire quand même ce distinguo de manière plus précise parce que sinon on oublie ce qu'est un véritable héros. Aux États-Unis, on ne reproduit pas
la couverture de Charlie Hebdo. On la floute parce que ce serait une forme de blasphème. Vous êtes choqué par ce comportement américain ? J'étais déçu, disons. J'étais déçu parce que, surtout de la part du New York Times, qui a refusé de publier la couverture, et d'autres, d'ailleurs, organes de presse en ligne ont quand même publié la couverture, mais très peu l'ont fait. Ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu. Je me suis dit que c'était un acte de lâcheté, parce que ce qui était important, c'est que tous les organes de presse publient justement cette couverture dans le monde, enfin, dans tout le pays en tout cas. Et lorsqu'on imagine quelque chose qu'on ne voit pas, c'est encore pire que lorsqu'on voit la chose. Et je crois que cette couverture était assez inoffensive, finalement. Elle n'était pas incendiaire, inflammatoire. Elle n'était pas insensible. Enfin, elle avait pris position, certes, mais alors... Donc j'étais très déçu. Russell Banks, quelles erreurs la France ne doit pas commettre après ces attentats? Il y en a eu deux, l'un contre Charlie Hebdo, l'autre contre des Juifs. La France ne doit pas commettre quoi? L'erreur d'inventer ou d'élaborer une sorte de Patriot Act, comme ça a été fait aux États-Unis? C'est ça? De devenir complètement sécuritaire? La vraie question qu'il faut se poser, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après les attentats, la France se trouve à une période où l'angoisse, la peur côtoient finalement un sentiment très puissant d'unité nationale. Et on a eu la même chose aux États-Unis après le 11 septembre 2001. Et alors donc un sentiment d'unité nationale très fort, mais également une terreur, une angoisse. Alors quand ces deux ingrédients se réunissent, eh bien ça donne au pouvoir une licence de mettre en place des programmes qui sera ensuite très difficile. Ça prendra des années pour les retirer. Vous avez cité le Patriot Act. En effet, c'est quelque chose qui nous a permis d'envahir l'Irak, de créer Guantanamo Bay, la torture aux mains de la CIA. Tous ces programmes gouvernementaux ont été mis en place dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre. Alors maintenant, 14 ans plus tard, nous avons toujours ça sur les mains. Malgré toutes ces bonnes intentions, Obama n'est pas en mesure de démanteler tout ça. Nous avons créé un État policier, un État de surveillance, et nous ne pouvons pas non plus nous en débarrasser. Alors là, le choix de la France est crucial maintenant. Il y a effectivement des erreurs à ne pas commettre, parce qu'il y a cette combinaison dangereuse de peur, d'angoisse et d'unité nationale. Je suis ici donc depuis dimanche. Je suis arrivé donc le jour de la marche républicaine, et j'étais, disons, assez rassuré, pas à 100%, mais quand même je me suis dit qu'il y avait un peu d'examen de conscience, de dialogue, de réflexion autour de tout cela. On n'a pas eu ça aux États-Unis en septembre 2011. Eh bien, merci d'être venu ici. On va continuer ce dialogue, mais sans vous, hélas, autour du blasphème et de la liberté d'expression, un des socles de la vie démocratique française. Je rappelle le merveilleux recueil de nouvelles avec des chiens, entre autres. Un membre permanent de la famille. Le membre permanent de la famille, c'est un chien. Russell Banks, chez Actes Sud, merci d'être venu dans 28 minutes. Et place à notre débat sur la liberté d'expression et sa forme la plus extrême, le blasphème. Donc, comment articuler le droit au respect des croyances avec la liberté d'expression, un des socles de la démocratie? En d'autres termes, ce blasphème sera-t-il encore possible en France? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Abat les Français, abat Charlie, Allah Akbar, abat les Français. Des commerces et des églises saccagées, des drapeaux français brûlés, au moins 10 morts ce week-end au Niger dans de violentes émeutes anti-Charlie Hebdo. Ils ont insulté le prophète. On ne peut pas supporter ça. Même colère dans plusieurs pays à majorité musulmane. Pakistan, Algérie, Jordanie ou encore Yémen. Comme ici à Sanaa, devant une ambassade de France sous bonne garde. Si les Français veulent qu'on les respecte, ils devraient nous respecter. Ils encouragent le terrorisme. Les caricatures de Mahomet sont-elles des grenades dégoupillées, prêtes à exploser? Y a-t-il des limites à la liberté d'impertinence? Même le pape François s'est immiscé dans le débat. Si mon ami ici dit des gros mots, insulte ma mère, alors je lui donne un coup de poing. C'est normal. On ne doit pas provoquer. On ne doit pas insulter la foi des autres. La dernière caricature du prophète a-t-elle fait voler en éclats l'image de cette France unie, tous derrière Charlie? Depuis quelques jours, des tribunes, des voix discordantes et un rappel à la loi. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais.
En France, les religions peuvent être librement ridiculisées. Mais dans un contexte particulier, la presse, les auteurs, doivent-ils éviter ce qui peut être perçu comme une provocation, au risque de s'auto-censurer? Bonsoir à tous les trois. Catherine Kinsler, bonsoir. Vous êtes philosophe spécialiste de la laïcité. D'où cet ouvrage, un essai chez Minerve, Penser la laïcité, paru en janvier 2014. Pour vous, il n'y a pas de blasphème, sauf pour celui qui se sent offensé. Et les journalistes de Charlie Hebdo sont des héros, ce que récusait d'ailleurs à l'instant Russell Banks. Je pense qu'il les voyait plus en martyrs. Isabelle de Golemin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de La Croix. Vous pensez qu'il faut parfois s'auto-censurer pour ne pas blesser l'autre, blesser les gens. Le droit à tout dire est une exigence illusoire selon vous. Et enfin, Nabil Enasri, bonsoir. Vous êtes président du collectif des musulmans de France. Et vous pensez que dans ce contexte plus que dramatique, on aurait pu s'attendre ou espérer, ou les deux, enfin vous nous l'expliquerez tout à l'heure, à ce que Charlie Hebdo ne remette pas d'huile sur le feu avec leur deuxième une, la une de mercredi dernier, Je suis Charlie. On démarre le débat juste après une question, Nadia, d'un de nos spectateurs. Ouais, la voici. Doit-on faire porter la responsabilité de notre droit au blasphème à la population française installée dans d'autres pays? Catherine Kinsler, effectivement, il y a des milliers de ressortissants français qui sont installés aujourd'hui dans des pays musulmans et qui sont menacés. Est-ce qu'on ne doit pas en tenir compte aujourd'hui? D'abord, merci de m'avoir invité et bonjour. Je vous en prie. Je voudrais d'abord m'expliquer sur l'expression héros que vous avez citée. Je l'ai entendu, lorsqu'on dit héros en français, on peut l'écrire de deux manières. Héros et OS ou AUT. Et je pense que les dessinateurs de Charlie Hebdo sont des héros aux deux sens du terme. Ils ont porté la liberté et parce qu'ils l'ont proclamée. Parce que si on ne s'en sert pas, cette liberté, eh bien, elle reste lettre morte. Alors maintenant, j'en viens à votre question. Et il me semble que, d'abord, de dire droit au blasphème me semble une expression excessive. C'est pas comme le droit au logement ou le droit au travail. C'est pas un droit créance, c'est un droit liberté. Donc, lorsqu'on parle de responsabilité, on prend la responsabilité ou pas de le faire. Mais ceux qui le font porte cette liberté. Il faut bien le dire. Si on ne le fait pas, cette liberté tombe en désuétude. Nous avons vu tout à l'heure Russell Banks, nous avons vu cette pression morale qu'il y a aux États-Unis, alors que la liberté d'expression est beaucoup moins encadrée aux États-Unis qu'en France. Elle est moins encadrée. Elle est très encadrée en France. On ne peut pas s'en prendre aux personnes, par exemple. Là, c'est tout à fait interdit. Il y a d'autres choses, la loi le dit. Donc, je voudrais préciser cela parce que, premièrement, donc, ce n'est pas un droit créance, c'est un droit liberté. Il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est en ce sens que je pense qu'effectivement, ce sont des héros parce qu'ils sont morts pour cela et d'autre part, ils l'ont proclamé. Et enfin, le blasphème, effectivement, c'est une notion qui est inconnue de la loi. Donc, c'est même pas un droit. On en use parce que c'est dans le silence de la loi, n'est-ce pas? Et c'est très important d'en user, bien sûr, même si on n'est pas d'accord. Alors, effectivement, en France, il n'y a pas d'interdiction de blasphème. Il n'y a pas de blasphème au sens juridique du terme, sauf en Alsace-Moselle. On va y venir tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Mais ça n'est pas le cas dans d'autres pays de l'Union européenne. Et c'est notre chiffre du jour, 8 comme le nombre de pays dans lesquels le blasphème est interdit. Des pays aussi, a priori, proches de nous que le Danemark, l'Allemagne, l'Italie ou l'Irlande, même s'il faut préciser qu'en face de cette interdiction, il y a le droit à la liberté d'expression qui fait que, concrètement, l'interdiction de blasphémer n'est pas juridiquement souvent employée, en tout cas moins que dans des pays comme l'Iran, le Pakistan ou la Mauritanie, où le blasphème peut être est un motif de condamnation à mort. Isabelle de Golemin, est-ce que vous croyez que, finalement, on aurait peut-être intérêt à mettre un embryon de législation sans aller jusqu'au blasphème, en disant une forme de respect qui s'impose? Peut-être qu'il y a trop de liberté aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, la législation, elle prévoit tout. D'abord, je pense que le blasphème, c'est la religion. Et là, on est dans un cadre juridique. Donc, il ne faut pas employer le mot blasphème. Blasphème, c'est entre croyants. C'est-à-dire que c'est une notion qui a été inventée pour finalement punir les gens d'une même religion qui critiquent cette religion. Charlie Hebdo, ce ne sont pas des religieux. Donc, on n'est pas dans le blasphème, pour moi. On est juste dans la liberté d'expression. Par contre, je pense que d'abord, le droit prévoit, à mon avis, des choses tout à fait précises sur la liberté d'expression. Il n'y a pas de droit au blasphème, il n'y a pas de droit à l'injure, il n'y a pas de droit à l'insulte. Je pense qu'on est dans une société et qu'il faut que les gens sachent raison garder. On ne va pas dire tout ce qu'on pense sur tout le monde de manière insultante. Donc ça, je pense que c'est important. Le droit est très précis. D'ailleurs, les juristes font bien la
la différence entre quand on critique une notion, quand on critique l'institution, la religion, et quand on critique les croyants. Et c'est vrai que Charlie Hebdo n'est pas condamné parce qu'il ne critique pas les croyants, il critique l'institution. Et quand il représente le pape, on estime qu'il critique aussi l'institution. Donc non, je ne pense pas qu'il faut une loi en plus. Par contre, il faut que les gens soient responsables. Je veux dire, quand on est dans la presse, on passe son temps à s'autocensurer. Par exemple, à la Croix, on a décidé une fois pour toutes qu'on ne met pas de photos de gens qui sont morts. Voilà. Quand il y a un drame, on ne les représente pas. Bon, c'est de l'autocensure, mais on le fait par respect de la dignité des personnes. Donc, mais d'autres journaux estimables le font, donc ça peut être qu'une règle personnelle. C'est une règle personnelle, mais je pense que la société, ça marche parce qu'il y a un vivre ensemble. Et pour ce vivre ensemble, il y a la notion de fraternité. C'est ça, il y a un ensemble de compromis, bien entendu. Il y a liberté, mais il y a aussi fraternité. Je pense que la fraternité, c'est important. Sur cette question qui vient d'être posée, Nabil Elmesri, votre sentiment? Je vais dans le sens de ma voisine. Je pense qu'il y a le droit à la liberté d'expression. C'est-à-dire que Charlie Hebdo avait tout à fait le droit de pouvoir mettre cette une. Mais il y a aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre la caricature et l'insulte, et le dessin et l'offense. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné exercer un droit tout en ayant des conséquences un petit peu négatives, des conséquences provocatrices. On peut susciter chez une partie de nos concitoyens une forme de frustration, une forme de rejet, parce qu'évidemment, ils se sont sentis insultés. Donc je pense qu'on n'est pas là pour pouvoir interdire tel ou tel droit, mais juste de dire à certaines personnes qu'il faut faire attention à avoir une responsabilité particulière. Surtout, la France est plongée depuis maintenant une quinzaine de jours dans un émoi assez considérable. C'est le pire attentat qu'on a connu. Et l'objectif, c'était peut-être d'aller, comme l'a dit ma voisine à l'instant, d'aller vers davantage de vivre ensemble, davantage de fraternité, c'est la devise, liberté, égalité, fraternité, et éviter d'aller vers des situations où on serait vers davantage de crispation dans une France aujourd'hui qui est en émoi. Je ne veux pas vous taquiner, mais le message très chrétien, pour le coup, du tout est pardonné, donc qui se réfère au pardon, vous ne l'avez pas vécu aussi comme une manière à la fois taquine, malicieuse, satirique, bien dans leur veine, après tout, de dire nous mettons le pardon en avant? Alors, je me fais l'avocat du diable ou pas? C'est pour ça qu'après, on peut avoir plusieurs lectures. Moi, très honnêtement, et on a été plusieurs, même dans la communauté musulmane, depuis le lancement des caricatures en 2006, de dire qu'il fallait être tout simplement indifférent, qu'il ne fallait pas prêter attention à Vous les avez qualifiés de minables, en revanche, ces caricatures. Oui, vous avez dit les caricatures de Charlie en 2012 sont minables. En 2006, en 2011, en 2012, oui, évidemment. Et je pense qu'on n'était pas le seul. Il n'y avait pas que dans la communauté musulmane où des gens avaient considéré que ces caricatures étaient d'un mauvais goût. Et effectivement, quand on représente le prophète, alors que c'est pour l'ensemble de la communauté musulmane quelqu'un qui était celui qui a appris la paix, la tolérance, etc., qui en plus n'était pas représentable, on a eu des caricatures comme ça qui ont tout simplement trahi le message. Pardon ? L'ignorance, on peut juste ignorer. Oui, être indifférent par rapport à ces situations-là, c'est ce qu'on demande à la communauté aujourd'hui. Guillaume ? Oui, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Biard, s'explique sur le choix de republier en couverture des caricatures du prophète en disant le prophète Mahomet, ou Dieu en général, ou la représentation de Dieu, c'est pour lui une figure privée. Il s'en explique, on va l'entendre. Alors le texte, il s'exprime en anglais parce que l'interview est donnée à la chaîne NBC. Écoutez. Nous disons que Dieu ne doit pas être une figure politique ou publique. Il doit être une figure privée. Nous défendons la liberté de conscience. La religion ne doit pas être un argument politique. Catherine Kinsler, qu'est-ce que vous pensez de cet argument Dieu est une figure privée, mais pour des milliards de gens, Dieu est une figure tout à fait concrète et en plus publique. Alors, lorsqu'on dit Dieu est une figure privée, ça veut dire que c'est une figure qui a lieu dans la société civile. Ça ne veut pas dire que c'est une figure simplement intime. On a le droit de déclarer sa croyance en Dieu, d'afficher des signes religieux dans la rue, etc. Le mot privé ici est un terme, je crois, d'usage juridique. Il faut faire très attention. Public-privé, c'est pareil. Quand on dit les signes religieux sont interdits dans le public, ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits dans la rue. Ça veut dire qu'ils sont interdits dans l'espace qui participe de l'autorité publique. D'abord, cette première précision. C'est comme ça que je comprends l'expression. Eh bien, effectivement, mais il n'y a de blasphème que pour celui qui le croit tel. Isabelle l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Simplement, on ne peut pas, si moi je peux m'imposer une autocensure, j'ai même quelquefois le devoir de le faire, moral, bien sûr, il y a des tas de choses que je ne fais pas et qui sont, je ne dis pas permises, mais auxquelles la loi ne fait pas obstacle. Car la liberté, c'est le droit de faire tout ce que la loi n'interdit pas expressément. Donc je me l'impose quelquefois, bien sûr, moi aussi, mais on ne peut pas imposer cette censure à tout le monde. La loi l'encadre de manière très stricte, à savoir, vous l'avez rappelé,
on ne s'en prend pas aux personnes, on ne s'en prend pas aux biens, on ne recourt pas à la violence, on va devant les tribunaux. Quant à dire le prophète, ben non, il y a des prophètes pour certaines religions, pas pour d'autres, et pour les incroyants, il n'y a pas de prophète. Bon, donc, j'entendais l'autre jour Khaled Benchek dire la représentation. C'est l'ancien grand mufti de Marseille, avec qui nous avons travaillé au sein du HCI, de la commission laïcité du HCI. Ouais. Il disait, mais cette représentation, elle a eu lieu, la représentation du prophète. On dit des choses fausses aussi. Donc, mais moi, je ne vais pas m'immiscer... Elle a eu lieu sur des enluminures au 8e, 9e siècle. Je ne vais pas m'immiscer dans des discussions théologiques. Je laisse les musulmans décider je laisse les musulmans décider de ce qu'ils ressentent, mais on ne peut pas imposer de cette censure. Et si on l'impose, si on cède à cette pression morale, alors la liberté d'expression comme forme, je dis bien comme une liberté formelle, elle ne s'exerce plus. Et pourtant... Non, je voulais juste une réponse peut-être avant... Non, c'est-à-dire que je disais juste qu'il fallait faire attention. C'est-à-dire que quand on dit, après, il faut choisir les représentants de la communauté musulmane, certains s'autoproclament comme représentants alors qu'ils ne le sont pas. Et puis, dans la tradition islamique, cette posture de dire qu'il est possible de représenter le prophète est extrêmement minoritaire. L'ensemble des écoles juridiques disent le contraire. Et ça, je crois que c'est important, parce que, effectivement, le rapport à l'image de la communauté musulmane n'est pas le même que ceux qui viennent comme nous d'une tradition judéo-chrétienne. Donc c'est vrai que voilà, on est dans un contexte mondial. On n'est pas que la petite France, et même la France, il y a des cultures diverses, et il faut faire attention à ces cultures. Guillaume. Oui, Nabila Nasri, il y a un sondage paru ce week-end qui dit que plus dans de 4 Français sur 10, dans le JDD, absolument, plus de 40% des Français trouvent qu'il n'aurait pas fallu publier ces caricatures en disant il faut respecter les points de vue des autres. Comment est-ce que vous analysez ce chiffre? Est-ce que vous pensez que c'est par respect ou c'est par peur? Non, je pense que c'est plus que par respect. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans un contexte très particulier aujourd'hui de la société française, avec quelque chose qui est une émotion considérable. Et certains se sont juste dit, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, vaut mieux faire preuve de responsabilité, il vaut mieux éviter de provoquer, il vaut mieux éviter d'entrer dans une espèce de spirale où on risque de poursuivre un petit peu des tensions, qu'il s'agisse de la France ou même qu'il s'agisse du monde musulman, comme on l'a vu récemment, et qu'il fallait tout simplement essayer d'apaiser la situation avec davantage de sérénité, de vivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces 4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour la liberté d'expression contre l'obscurantisme et ces 42% qui pensent qu'effectivement il ne faut rien faire, enfin il faut se limiter, il faut s'autocensurer? Il s'est passé quelque chose en quelques jours, visiblement. Ce n'est pas parce qu'on considère une une comme étant une une de mauvais goût que finalement on s'autocensure et qu'on dit qu'il y a la liberté d'expression qui est grignotée. On dit tout simplement qu'aujourd'hui en France, il y a une situation particulière avec une France qui se pose des questions identitaires et que pour éviter encore une fois de susciter davantage de crispation, on va vers davantage de sérénité, que ça ne sert à rien de remettre sur le devant de la scène des unes qui pourraient choquer. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser cet argument, que je comprends bien sûr, mais ça me fait penser à l'argument qu'on utilisait à l'époque stalinienne, on galvaude la liberté. Parce qu'il y a un usage formel de la liberté, la loi le détermine. Elle ne regarde pas le contenu, simplement elle regarde si, on l'a dit tout à l'heure, si ça tombe sous le coup de la loi. Mais alors nous dire, bien sûr, vous galvaudez la liberté, il y a de mauvais usages de la liberté. Mais moi, je pense que ce sont les mauvais usages, entre guillemets, de la liberté qui testent la liberté. On a tellement entendu ça, vous comprenez, l'irresponsabilité, etc. Bien sûr qu'on peut trouver de mauvais goût. Bien sûr que moi, je m'abstiendrai de certaines choses qui ne sont peut-être pas de mon goût non plus. Bon, et tous les jours, j'entends aussi des choses sur les incroyants qui me choquent, qui me heurtent, qui me blessent. J'entends même qu'il faut les tuer. Peut-être qu'aussi c'était moins grave. Peut-être qu'aussi c'était moins grave quand Charlie Hebdo se vendait à 25 000 exemplaires. Mais personne n'est obligé de l'acheter. Pour le moment, ils sont tirés à 7 millions, c'est mieux que la multiplication des pains. Ça tient le miracle. Bon, merci de votre un peu de légèreté dans ce débat. Vous êtes fait traiter de stalinien quand même, Madame Nabila. Ça m'a fait penser. Non. Un mot avant que Nadia nous parle des hommes d'église qui sont pour le droit au blasphème. Non, j'entends depuis tout à l'heure liberté, Charlie Hebdo. Je rappellerai juste que même Charlie Hebdo a mis en évidence qu'il y avait des libertés, qu'il fallait cadrer certaines libertés, même les limiter. Excusez-moi de reprendre l'affaire. Excusez-moi de reprendre l'affaire Ciné, où à un moment donné, on a considéré une rubrique humoristique sur le fils de Nicolas Sarkozy. Oui, il a été renvoyé parce qu'il avait fait des allusions antisémites, incitation à la haine raciale. La justice a tranché, a donné raison à Ciné, a obligé Charlie Hebdo de payer 90 000 € d'amende. Ciné, c'est quand même un caricaturiste, c'est quelqu'un qui fait usage de cette liberté. Donc ici, on protège les puissants et d'un autre côté, on est du côté des musulmans, on va vers davantage de liberté d'expression. Il faudrait juste une liberté d'expression qui ne soit pas géométrie variable.
Nadia? Oui. Alors, parlons effectivement de ces hommes d'église qui sont pour le droit au blasphème. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des personnes qui ne sont pas du tout sur la ligne du pape, qu'on a vu dans le sujet de Sandrine Le Calvez ou de certains imams. La semaine dernière, par exemple, la revue Études des Pères jésuites a publié un certain nombre de caricatures du pape et même de Jésus. Et pas n'importe quelle caricature. Voilà, absolument, en soutien. On a en l'occurrence cette caricature du pape en très petite tenue au carnaval de Rio. Et le rédacteur en chef, le père François Huvet, qu'on a d'ailleurs reçu dans cette émission, a justifié ce choix en expliquant qu'il y a dans ces dessins une forme de dérision féconde. On peut quand même préciser que quelques jours après, la page de leur site internet a été désactivée puisqu'ils ont évidemment reçu un certain nombre de messages. Et puis autre fait qui est plus majeur encore, la semaine dernière toujours, des représentants des cultes catholiques, protestants, juifs et musulmans ont réclamé l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle puisqu'effectivement le délit était toujours en vigueur en vertu du régime concordataire et théoriquement seulement passible de 3 ans de prison. Isabelle de Golemin, je précise quand même que c'était la veille de l'attentat à Charlie Hebdo. Isabelle de Golemin, ça veut dire qu'il y a bien, tout le monde n'est pas d'accord, y compris au sein de l'Église, sur cette question du blasphème. On a le pape qui nous dit qu'il ne faut pas insulter la foi, et puis d'autres qui disent... Le pape n'a pas parlé du blasphème en France. Il a dit de manière générale, il vaut mieux pas insulter la foi. Je pense qu'il faut insulter personne. Il ne faut pas insulter les hommes politiques, il ne faut pas insulter la démocratie, il ne faut pas insulter les Allemands. On peut questionner, on peut critiquer, on peut se moquer, on peut taquiner. Je pense que l'insulte, effectivement, n'est pas un bon mode d'expression dans la société, ça c'est sûr. Ensuite, le blasphème, effectivement, les catholiques estiment aujourd'hui, ça n'a pas toujours été vrai de fait, estiment aujourd'hui que le blasphème n'a plus rien à faire en France, dans une France laïque. Voilà, c'est un problème entre nous catholiques. Par exemple, quand les Femen, vous savez, sont venus à la Madeleine et à Notre-Dame, les catholiques ont porté plainte, non pas sur ce qu'elles disaient, mais sur un comportement, exhibition sexuelle, ou alors elles ont abîmé les cloches de l'Église. Voilà, donc ce n'est pas le problème de ce qu'elles disent, mais de leur comportement. Donc je pense que là-dessus, c'est à peu près clair. Alors, je vous propose un petit retour en images d'archives sur l'affaire de la dernière tentation du Christ. Le film de Martin Scorsese, c'était en 88, qui représentait un Jésus clivé entre sa nature humaine et sa nature divine. Un débat d'ailleurs qui remonte au concile de Chalcédoine, 451, je passe sous votre autorité, 451, après Jésus-Christ. Une vision récusée par certains catholiques, certes, on s'en souvient, et pour mieux s'en souvenir, le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. En 1988 sort sur les écrans américains La dernière tentation du Christ réalisée par Martin Scorsese. Un film dans lequel on découvre un Jésus vivant dans le péché, amoureux de Marie-Madeleine et qui cède à toutes les tentations avant de revenir dans le droit chemin de croix. Le film a mis plus de 5 ans à voir le jour en raison des pressions des fondamentalistes protestants. À sa sortie, des manifestations ont lieu dans tout le pays. C'est le film le plus satanique jamais tourné. Avant même son arrivée sur les écrans français, le film déclenche les passions les plus folles. Madame, pourquoi manifestez-vous contre un film que vous n'avez pas vu? Je suis le mouvement. Nous savons par où dire qu'en Amérique ou ailleurs, les protestations ont été aussi violentes. Dans ces cas-là, la violence est justifiée. La place de l'Odéon se transforme en zone de guerre. Des cocktails Molotov sont lancés, un groupe de catholiques traditionnalistes met le feu au cinéma de l'espace Saint-Michel à Paris et fait 14 blessés. La vision antidogmatique représentée par Martin Scorsese énerve les autorités religieuses. Est-ce que qui que ce soit accepterait que quelqu'un s'empare de l'image de son frère, de son père ou de sa mère pour raconter tout ce qui lui passe par la tête? C'est impossible. Donc c'est manquer de respect. Devant les intimidations, de nombreux exploitants retirent tout simplement le film des écrans, et ce, malgré les prises de position de certains réalisateurs français. Je suis scandalisé, on ne peut qu'être scandalisé parce que c'est la liberté d'expression qui est mise en cause. Vous comprenez, il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre le film, il s'agit de savoir qu'on brûle des salles, on brûle des films. Il faut se souvenir qu'en Allemagne, on a commencé par brûler des livres. La passion et la rédemption, les deux obsessions du réalisateur, ne passent pas. Le film est d'ailleurs censuré dans de nombreux pays comme la Turquie, les Philippines ou le Mexique. Catherine Kinsler, Bruno Frappa, qui était le patron de la Croix avant Isabelle de Golemin, disait « L'autocensure est un marqueur de la civilisation ». Comment vous l'entendez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans? Bien sûr qu'il y a, chacun a une morale. Il y a aussi des morales collectives. Je crois que ce qu'on vient de voir aussi, c'était bien de faire ce rappel, montre que... il ne faut pas réduire les catholiques à ce qu'il y a de plus réactionnaire dans cette religion. Il ne faut pas non plus réduire les musulmans à ce qu'il y a de plus réactionnaire dans cette religion. Il n'y a pas plus différent d'un catholique qu'un autre catholique. Il n'y a pas plus différent d'un musulman qu'un autre musulman. C'est ça aussi, il ne faut pas faire l'amalgame. Et de même, il ne faut pas réduire les laïcs aux
laïcards qui veulent tout nettoyer. Voilà, je voudrais dire ça aussi parce que les amalgames, il y en a partout. Guillaume, Isabelle question de conclusion. Oui, il y a un romancier dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Michel Houellebecq, évidemment, qui, sortant son bouquin avant les attentats, dans les propos qu'il tenait, disait finalement, la laïcité est morte, c'est le grand retour du religieux. Est-ce que finalement, ce drame de Charlie Hebdo, ce n'est pas une illustration de ça, y compris en France ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est autour du religieux que s'amalgame effectivement un certain nombre de tensions, de conflits, etc. Je veux dire, au XXe siècle, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de guerres, etc. Mais ce n'était pas au nom de Dieu. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, on utilise le religieux à tort et à travers. Mais c'est vrai que moi, ce que je pense, c'est qu'on voit bien sur le blasphème, c'est que l'absence de culture religieuse chez un certain nombre de nos compatriotes, favorise aussi, y compris d'ailleurs chez les chrétiens, chez les musulmans, etc., favorise aussi les tensions, les invectives, les injures, etc. Donc, à mon avis, la première urgence, c'est dans les écoles, et c'est rétablir l'enseignement des religions, du fait religieux, pour que les gens sachent de quoi ils parlent. Nabil Enasri, une conclusion. C'est la fin des Lumières, alors? Non, je ne pense pas. C'est bon, vigilance et espérance. Vigilance parce que, il faut le dire, il y a quand même une recrudescence d'actes islamophobes aujourd'hui en France depuis une dizaine de jours. Il y a plus de 100 actes qui ont été recensés, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et une espérance, parce qu'on a vu un formidable élan de la société française qui s'est réunie autour de ces valeurs. Et puis il y a eu autant des mosquées attaquées, mais moi je garde le souvenir aussi de mosquées qui ont été décorées par des fleurs, par des messages de paix, des synagogues aussi. Donc tout ça montre que la société française peut se retrouver autour de ces valeurs. En étant responsable. Mais il y a aussi 40% des gens qui se déclarent sans religion. Donc enseigner le fait religieux comme tel, ça serait aussi inviter chacun à s'y inscrire. Donc il faut le faire de manière critique. Très bien, c'est fini. Le débat est terminé. Le débat est terminé. Voilà. Parce que là, c'est l'heure d'accueillir Jean-Mathieu Pernin, notre chérubin, mentalement assez agité. Il est dangereux, c'est un geek. Il est fondu de série Z, de cinéma bis, de culture populaire, qu'il relie tous les soirs pour nous à l'actualité. Et ce soir, venez Jean-Mathieu, vous allez nous parler de Super Jésus, au fond. Alors, en gros, oui, exactement. Voilà, et bonsoir, Jean-Mathieu. Alors, justement, regardons ça. Alors. Voilà, c'est un oiseau, c'est un avion. Non, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est vrai, appliquer comme ça le slogan de Superman à Jésus peut paraître blasphématoire. Et pourtant, c'est un axe qui a été pris par les studios Warner lors de la sortie des dernières aventures de Superman en 2013, intitulée Man of Steel, l'homme d'acier. En effet, lorsque le réalisateur Zack Snyder déclare que son héros, Superman, est un héros christique, eh bien, la production, Warner, décide d'établir un plan de communication pour les chrétiens américains. En gros, le producteur a une idée assez simple. Allez voir Man of Steel, c'est un acte de foi. Ah oui, finalement, puisque Superman sauve le monde. Jésus aussi. Superman aime son prochain, Jésus aussi. Superman fait des miracles en costume moulant, Jésus... Non, enfin bon, on peut imaginer, mais presque en tout cas. La Warner Bros. En tout cas va mettre le paquet financier dessus, puisqu'ils vont sortir une brochure à destination des pasteurs dans laquelle ils vont expliquer pourquoi Jésus et Superman sont finalement le même homme, et même un site internet dans lequel il y aura des arguments pour expliquer aux paroissiens pourquoi Jésus est le super-héros originel, voilà, dans les sermons américains. Et ça marche, surtout, bien sûr, auprès des médias chrétiens américains, notamment, par exemple, le Catholic World Report, pour qui Man of Steel est le film de super-héros que les catholiques attendaient. Alors, pour l'instant, donc, tout le monde était content, mais il y a eu quand même quelques voix discordantes, puisque nombreux étaient les chrétiens. Voilà, vous voyez, nombreux étaient les chrétiens à dénoncer la violence du film, à refuser, bien sûr, l'analogie entre Jésus et Superman, notamment parce que Superman, voilà, à force, parce que Superman n'est pas du genre à tendre la joue droite quand on le frappe sur la joue gauche. C'est tout le principe quand même de Superman. Et même la fin du film a fait polémique puisqu'il détruit carrément une ville, ce qui ne serait pas trop le cas de Jésus. En tout cas, si Jésus, lui, multipliait les pains, on peut dire que Superman, lui, multiplie les bénéfices, puisque le film a très très bien marché. Il a rapporté 668 millions de dollars au box-office mondial, donc on peut dire que c'est un miracle très contemporain. Merci Jean-Mathieu Pernin, sans transition. Ils sont sévères mais justes. Ce sont les forcenés de Désintox qui ce soir s'intéressent à Valérie Pécresse, présidente du groupe UMP Île-de-France, sur la pollution en Île-de-France. Elle est circonscrite à l'Île-de-France. Regardez. Flashé aujourd'hui par Désintox, Valérie Pécresse, députée des Yvelines, à propos de la qualité de l'air en Île-de-France. Les Verts, je les connais bien parce que je les ai à la région Île-de-France. Les Verts ont des positions idéologiques sur tout.
Quel est le résultat? Le résultat, c'est que l'Île-de-France n'a jamais été aussi polluée. Madame Duflot a été pendant 17 ans présidente du groupe, enfin pendant 10 ans présidente de groupe au Conseil régional. L'Île-de-France n'a jamais été aussi polluée. Outre le fait que Cécile Duflot n'a été présidente du groupe Vert que 2 années, de 2010 à 2012, et non 10 ans, peut-on dire que l'air des Franciliens n'a jamais été aussi irrespirable? Certes, le nombre de pics de pollution par an est en hausse, passant de 53 jours en 2000 à 117 en 2012, comme l'ont montré les études d'Airparif, l'association qui mesure la qualité de l'air. Mais comme le précise l'organisme, ces chiffres sont biaisés car les seuils d'alerte ont été relevés à 2 reprises, la dernière fois en 2011. Un air classé indice 5 hier est aujourd'hui un indice 7. Mécaniquement, le nombre de jours où l'indice est élevé a donc cru. L'air n'est pas plus pollué, ce sont les mesures qui sont plus sévères. Par ailleurs, d'une année à l'autre, les pics de pollution sont en grande partie liés à la météo. La canicule, par exemple, influe grandement sur la qualité de l'air. Dans son dernier bilan pour l'année 2013, Airparif note que sur les 60 polluants qu'elle mesure dans l'air, 5 d'entre eux posent encore problème par rapport aux réglementations en vigueur. Mais tous, sauf l'ozone dont la pollution reste stable, sont en baisse depuis 2000. Bref, de façon générale, la situation s'améliore depuis 10 ans, même s'il reste des progrès à faire. Merci mes amis, merci à tous les trois. 28 minutes est terminé, mais accessible sur le web en version enrichie à la page 28 minutes. Ça, c'est tous les jours, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À suivre sur l'antenne, un chef-d'œuvre qui appartient à la catégorie Jean-Mathieu. Des projets fous furieux qui ont failli ne pas voir le jour, comme Fitzcarraldo ou Apocalypse Now. Là, il s'agit d'un film tourné en 1977 par William Friedkin, Le Convoi de la peur, remake du Salaire du même nom. Bienvenue en enfer. À demain 20h05, bis Morgan.